Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le roi Mohamed VI a présidé hier à Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2024. Il était aussi question de l'approbation d'un projet de loi et d'un projet de décret relatif au domaine militaire, de 3 conventions internationales et de nombre de nominations aux fonctions supérieures. Sur ce qu'il faut retenir de ce conseil et les perspectives qu'il ouvre, nous recevons le directeur de publication du Maroc diplomatique, notre confrère Hassan Alaoui. Bonjour à vous, Hassan Alaoui. Bonjour, Omar. Alors, plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Plusieurs points, donc, comme je le disais, ont été évoqués hier lors de ce conseil de ministres. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on en retient de façon synthétique, Hassan Alaoui? Écoutez, pour moi personnellement, bien sûr, c'est un conseil de ministres exceptionnel, comme tous ceux que préside Sa Majesté le Roi. Mais celui-ci, bien entendu, intervient à un moment évidemment très, très, très précis et très opportun, je dirais, parce que les événements à la fois nationaux et internationaux et régionaux nous donnent un petit peu le ton de ce que évidemment traverse aujourd'hui notre pays et le monde. Et d'abord, je n'omettrai pas de parler aussi, comme vous l'avez dit, d'un point très essentiel, ce sont les aides que Sa Majesté a décidé d'accorder aux populations, je veux dire aux familles précaires, qui sont un minimum de 500 dirhams par famille. Ça, c'est un élément très important. Donc, c'est une concrétisation, si vous voulez, de la politique sociale, de l'engagement social, du modèle social que Sa Majesté est en train de mettre en œuvre. Et bien entendu, maintenant, tous les autres points qui ont été soulignés, je veux dire, traités lors du Conseil, comme la loi de finances et les mécanismes qui vont donc régir et diriger cette loi de finances et son application, c'est aussi important. Et puis, bien entendu, toutes les questions qui sont relatives évidemment au contexte régional et les nominations auxquelles a procédé Sa Majesté le Roi. Alors, on va y revenir point par point, mais de façon globale, ce qui attire l'attention, bien évidemment, au-delà des orientations, c'est cette projection de croissance de 3,7% et un taux et un déficit limité à 4%. Alors, on sait que ça devrait être une loi de finances très sociale et aussi beaucoup de dépenses à faire. Comment commentez-vous donc cette projection de croissance de 3,5% et un déficit limité à 4%? Écoutez, c'est très audacieux parce que c'est vraiment une vision qui est d'abord la réactivité aux événements, n'est-ce pas? La reconstruction donc après le séisme dans la région du Haouz et puis évidemment un petit peu la corrélation avec les moyens de vivre et d'existence des populations. On ne peut pas, bien entendu, prévoir un taux de croissance aussi significatif sans, je veux dire, y mettre les moyens et notamment sans mettre en place les mécanismes dont, évidemment, la lutte contre l'inflation et le renforcement du pouvoir d'achat des populations, évidemment. D'où l'idée, évidemment, d'aider les populations nécessiteuses et en même temps lutter contre tout ce qui peut nuire à la croissance économique. Et la croissance économique, évidemment, c'est Madame la ministre qui a présenté hier le projet de PLF a souligné que cette situation arrive dans un contexte très très difficile, dû bien sûr au séisme du Haouz et aussi au contexte. Alors, il me semble qu'on a quelques soucis de liaison avec Hassan Alaoui, directeur donc, du Maroc diplomatique, qui expliquait donc les contours de ce projet de loi de finances, notamment sur les projections de croissance pour l'année prochaine, 2024. Donc, le gouvernement table sur une croissance de 3,7% et un déficit budgétaire limité
à 4%, et ce, malgré le choc donc, de ce séisme et malgré les investissements sur le plan social prévus par le gouvernement. Hassan Alaoui, vous êtes avec nous? Non, je suis là. Vous m'écoutez? Très bien, Je c'est suis très là. bien. Allez-y, Hassan Alaoui. Alors, je disais donc que la ministre a souligné que la préparation de ce PLF Mhm, intervient dans un contexte très douloureux et marqué par le ralentissement de l'activité, bien sûr, par les tensions régionales géopolitiques et aussi par la hausse des prix énergétiques mhm, en plus des contextes proprement nationaux comme le séisme et tout ça. mhm. Mais en tout état de cause, le Maroc donc a relevé ses défis et il a fait preuve d'audace et de courage en termes de décision et en termes d'application, si vous voulez, comment dirais-je, d'application, si vous voulez, d'un programme audacieux de reconstruction et j'allais dire, de réaction par rapport aux événements. Mhm. Et le Alors, Maroc, bien entendu, mhm. allez-y, allez-y. Alors, il y a aussi le fait que des orientations étaient données sur la mise en œuvre du chantier de la protection sociale. Quels devraient être les pas accomplis au cours de l'année prochaine? Mais je dirais d'abord pour finir, ouais, parce que si vous me permettez, c'est que Mhm, euh, le programme en question, intégré et multidimensionnel, concerne, en ce qui concerne, je veux dire, après le séisme, c'est 4,2 millions d'habitants de la région qui ont souffert directement et qui souffrent directement de cette catastrophe. Et une enveloppe, bien sûr, audacieuse aussi, de 120 milliards de dirhams a été donc mobilisée, ce qui signifie un petit peu l'attachement du souverain, si vous voulez, à une politique réactive immédiate, à la politique, ce que j'appelle la politique de l'audace et de défi qui caractérise évidemment la démarche royale. Et donc, les orientations, si vous voulez, du PLF s'articulent, si je vous permettez, sur quatre principaux axes. Je vais vous les dire. Il y a donc la mise en œuvre du programme de reconstruction, comme je viens de dire, du House. Ensuite, vous avez la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire pour honorer les engagements du dialogue social, la gestion des ressources hydriques, hein, qui s'érige en priorité, et puis l'accélération, si vous voulez, du programme national pour l'approvisionnement en eau. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est important. Ce sont donc j'allais dire, des paramètres qui tiennent à cœur aux souverains. Et ensuite, vous avez la consolidation des fondements de l'État social, comme on a dit, notamment à travers la mise en œuvre du chantier royal de la protection sociale via la poursuite de la généralisation de l'assurance. Il ne faut pas l'oublier. mhm, Ensuite, vous avez la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles à travers notamment le parachèvement de la réforme du système de la justice dans le but de consolider l'état de droit. C'est très important dans un pays qui, évidemment, évolue dans un environnement mondial assez critique. Et si vous voulez, la réforme de la Moudouana, n'est-ce pas, intervient à ce niveau-là pour évidemment mettre en consistance, si vous voulez, les projets royaux. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'économie nationale de l'ancrage du Maroc, bien sûr. Et puis, vous avez surtout ce qu'on appelle la soutenabilité des finances publiques, notamment à travers la réforme de la loi organique qui est relative à la loi de finances. Et évidemment, l'aide directe, pratiquement de 500 dirhams par toutes les familles qui vivent dans une précarité et qui doivent aussi, j'allais dire, profiter, si vous voulez, mhm. de, de, du climat de réforme et de renforcement des moyens de vie. Alors, Et je donc, pense que c'est un conseil. vous avez quand même touché à pas mal d'éléments, Hassan Alaoui, à pas mal de points. Alors, touchons d'autres points en dehors de la loi de finances elle-même, d'autres grands chantiers, à savoir la réforme de la justice, mais aussi celle du code de la famille. On sait que des échéances ont été prévues, notamment pour ce qui est du code de la famille. Alors, comment, selon vous, quels sont donc les développements et les résultats auxquels on pourrait s'attendre avec ces deux réformes en cours?
Moi, je dirais que c'est un conseil du ministre spectral, parce il a, je veux dire, il a porté sur les fondements euh, d'une vision, mais en même temps avec des détails, si vous voulez, spécifiques sur des dossiers très, très, très précis. Ça concerne, c'est une réforme globale du Royaume du Maroc qui est engagée aujourd'hui je veux dire, ce mois d'octobre. Et ça nous donne un petit peu, si vous voulez, la vision royale, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Et bien sûr, les réformes internes, comme la Moudouana, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler, si vous voulez, des droits de l'homme sans parler de la femme. Et on ne peut pas, bien entendu, parler de la femme sans parler de son intégration dans le tissu économique et social et dans son engagement aussi comme femme, comme actrice du renouveau, si vous voulez, de sociétal. Et Mhm. donc, nous voici aujourd'hui devant un cadre politique, un cadre juridique, économique, social, humain même, donc que le roi propose, je veux dire, et que le gouvernement est appelé à mettre en œuvre. Mhm. Alors, Voilà. au-delà donc de ces grands chantiers, il y a aussi ces nominations, notamment au niveau de l'administration territoriale et des affaires étrangères. Alors, pour ce qui est d'abord l'administration territoriale, de nouveaux walis et gouverneurs sont nommés. Alors, comment voyez-vous les chantiers qui les attendent? Alors, les chantiers sont, c'est évidemment, moi, c'est des profils qui répondent à l'exigence de l'heure, je trouve, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et puis, il y a j'allais dire, la vision de renouvellement des forces, évidemment, qui est le propre, si vous voulez, de la politique de Sa Majesté, c'est-à-dire de mettre en place aussi des jeunes, hein, d'autres expériences, un nouveau sang. Et tout ça, ça va dans le sens, si vous voulez, de la grande réforme avec un R majuscule que le roi met en œuvre maintenant depuis 20 ans au plus. Et cela répond donc aujourd'hui aux exigences de l'heure et évidemment au renouvellement des forces. Et donc, les Walis qui ont été nommés ont pour mission de s'inscrire dans cette vision avec évidemment une méthodologie nouvelle et bien sûr avec un esprit d'engagement, de loyalisme et évidemment de patriotisme. C'est surtout le mot qui aujourd'hui prime sur toute la vision de Sa Majesté. Mhm. Et Alors, les Wallis sont là, et les gouverneurs, comme aussi les autres personnalités qui ont été nommées. mhm. En Ah, l'occurrence, par exemple, si je parle de l'ambassadrice, Madame on Samira va Setaï. revenir sur les nominations aux affaires étrangères, mais restons d'abord sur l'administration. Concernant l'administration territoriale, il y a des zones, notamment Marrakech, hein, la région de Marrakech, Safi, qui change de Wali. On sait tout ce qu'il y a à faire dans ces régions qui ont été notamment, dont certaines provinces ont été touchées par le séisme. Alors, comment cela va accélérer le travail qui doit y être fait, notamment de reconstruction? Ben, écoutez, le Wali qui vient donc prendre, je veux dire, ses fonctions à Marrakech, donc c'est Il un s'agit Wali qui a de de Farid l'expérience, Chourak. oui, qui a de l'expérience économique surtout. C'est un bon visionnaire et je crois qu'il a fait ses preuves à Oujda déjà. Et c'est un grand, je ne dirais pas technocrate, ce n'est pas, je veux dire, justifié tout simplement, mais c'est aussi l'expérience qui compte et une grande connaissance du terrain. Et donc, Marrakech, El Haouz, c'est la zone sinistrée, bien entendu, qui ressort, je veux dire, des limbes, comme on dit. Elle elle a besoin, si vous voulez, de capacités et de compétences. Et bien sûr, le Wali qui a été nommé pour ça, je veux dire, il lui a été certainement prescrit hein, de faire vite, de relever le défi, de s'inscrire surtout dans une démarche positive
et absolument aussi d'empêcher tous les blocages qui peuvent exister parce que c'est quand même la région centrale à tous les niveaux. Et c'est donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est nécessaire qu'un wali s'adapte ou j'allais dire, s'inscrive dans la continuité de ce qui vient d'être engagé sous la conduite de Sa Majesté pour reconstruire la région et évidemment lui donner les moyens nécessaires. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la nomination donc des ambassadeurs, hein, au nombre de 6 ambassadeurs qui ont été nommés, notamment en France, aux États-Unis, en Chine, entre autres. Alors, que vous inspirent les profils nommés à ces postes quand même de très haute responsabilité? Les profils nommés, je commencerai par celui de Washington, qui va être occupé par M. Youssouf Amrani, qui est un homme de grande valeur. C'est un, j'allais dire, c'est un technicien, mais aussi un fin diplomate, c'est un intellectuel, hein, qui aime même qui n'hésite pas à prendre la plume pour écrire. Et donc, il a une expérience très, très importante en Afrique du Sud, un pays difficile qui nous est hostile, n'est-ce pas, notamment au niveau de notre cause nationale. Et M. Amrani, donc, il parle plusieurs langues. Il va donc à Washington. C'est un poste aujourd'hui très important. Hein, et il a fait ses preuves. Il était déjà ministre. Hein, et il était aussi secrétaire général du ministère de la Coopération et des Affaires étrangères. Et maintenant, il prend Washington, qui est un poste, je veux dire, significatif. Le deuxième poste, évidemment, c'est celui de Mme Samira Sitaï à Paris, qui est aussi un poste très important. Et on en sait que Samira Sitaï, c'est une dame, je veux dire, très compétente. C'est quand même une représentante de la communauté de la communication, de l'information, du journalisme. Elle a dirigé, je veux dire, 2M aussi. Elle a, je veux dire, la partie informationnelle de 2M. Et puis, elle a ce qu'on appelle dans la peau, si vous permettez l'expression, elle a la communication et bien sûr les contacts. Et donc à Paris, qui est aujourd'hui un poste très très difficile, vu un petit peu l'exacerbation des relations franco-marocaines qui sont en train, je veux dire, de s'améliorer doucement, et surtout, la partie qui va être dure pour Mme Samira Sitaïl, mais qu'elle va relever, c'est évidemment le contact avec la presse franco-française qui nous est, pour une grande partie, très hostile. Donc, c'est une grande partie à jouer et à gagner pour Mme Sitaël. Et évidemment, on a vu sa prestation il n'y a pas longtemps, tout de suite après les attaques ad hominem qui ont été lancées contre le Maroc. Elle a répondu du tac au tac dans une émission sur une chaîne française. Et Dieu sait comment elle les a remis à leur place. Je veux dire, tous ses confrères qui se permettaient de critiquer le Maroc, de s'en prendre à nos institutions et bien entendu d'essayer de nous donner des leçons. Et tout ça, bien entendu, c'est aujourd'hui une opportunité pour Mme Sitaïl. Et puis vous avez bien sûr les autres diplomates qui ne déméritent pas, n'est-ce pas, et qui vont évidemment aujourd'hui aller, pardonnez-moi, parcourir toute la sphère mondiale, n'est-ce pas, en Amérique latine, en Afrique, je veux dire, dans le monde arabe, puis évidemment, comme M. Ahmed Tazi, qui est un ambassadeur, je veux dire, bien placé aujourd'hui et brillant. Vous voyez? En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine Le Maroc Diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.